Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. Le gouvernement a donc tranché, vous le voyez derrière moi, entre la modulation des allocations familiales et puis le coup de rabot sur le quotient familial. Il a choisi la deuxième option, le plafonnement de ce quotient familial. Ça veut dire quoi? Quotient familial, c'est assez technique, on va essayer de tout vous expliquer dans quelques instants. Ça veut dire quoi concrètement pour vous qui nous regardez? C'est un débat concret qui touche évidemment des millions de familles. Le gouvernement explique que cette mesure devrait rapporter un peu plus d'1 milliard d'euros et ne toucher, je le cite, que les ménages les plus aisés. On reviendra évidemment sur la définition du mot aisé. À droite, on dénonce une hausse d'impôts qui ne dit pas son nom. Et puis à gauche, les socialistes, eux, parlent de mesures fiscales au nom de la justice sociale. Je cite Jean-Marc Ayrault, une mesure, dit-il, qui vise à venir en aide aux enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté. On débat ce soir parce que cette réforme dont on parle touche aussi d'autres secteurs. La PAJE, on connaît la PAJE quand on a des enfants, le congé parental. Et puis il y aura aussi la suppression d'impôts pour frais de scolarité quand on a des enfants au collège, c'est pas rien. Le débat suscite évidemment l'inquiétude chez les familles et une vive protestation dans la classe politique. LCP.fr, le JDD.fr évidemment, et puis hashtag sévère pour les tweetos. Facebook, le site officiel, évidemment le site de Ça vous regarde si vous voulez continuer à vous exprimer sur ce réseau social. 4 invités sont avec moi, enfin 3 pour être précis, et le 4e va nous rejoindre. Philippe Vigier est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Député UDI d'Eure-et-Loire, porte-parole de l'UDI, vice-président du nouveau centre, critique, très critique sur cette réforme. On écoutera les arguments de l'UDI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous, Dominique Quinault, bonsoir, directrice de La Croix. La une, on va la voir, la une de La Croix, c'était lundi, la politique familiale à l'heure de la rigueur. Voilà le mot rigueur. On en parlera dans quelques instants avec vous. Et puis sur ce plateau, Jean-Marc Sylvestre, bonsoir. Bonsoir. Économiste, éditorialiste sur iTélé. Vous publiez ce livre, Tout va bien ou presque, la preuve en 18 leçons. Vous l'avez écrit à 4 mains avec l'économiste Olivier Pastré. Vous avez déjà commis un livre avec lui. Deux livres. On a 3 enfants. 3 enfants, voilà. Là, c'est le 3e. Il est sorti chez Fayard. Alors, je ne sais pas si ce thème d'émission va fonctionner parce que c'est un livre qui entend lutter finalement contre la sinistrose ambiante. Champion du monde du pessimisme. Voilà. Alors, est-ce que ce soir, quand on parle de politique familiale, ça va nous donner le sourire? Je ne sais pas. Je vous présente, je crois qu'elles sont connectées, nos sentinelles citoyennes. Il y aura François qui est avec nous. Il est chef d'entreprise. C'est important d'entendre les chefs d'entreprise sur ce plateau. Porte-parole du RPF. Il y tient beaucoup. Et puis Myriam, qui est une mère de famille. On l'écoutera évidemment parce que ça touche les familles et notamment les mères de famille. On vous écoutera. Myriam, merci en tout cas de vous être inscrit sur le site de la chaîne parlementaire. Regardons juste pour y voir un tout petit peu plus clair le sujet de Rim Benhammer. Retour sur cette réforme. Le gouvernement était face à un choix, pour ne pas dire un dilemme. Il a choisi ce coup de rabot au quotient familial. Cela veut dire quoi concrètement? Regardez, sujet, Rim Benhammer nous explique tout. Le gouvernement opte pour la méthode la moins contestée. Il a choisi d'abaisser le plafond du quotient familial pour renflouer les caisses de la branche famille de la sécurité sociale, plutôt que de supprimer les allocations familiales pour les couples aisés. Il va passer de 2 000 à 1 500 euros par demi-part. Eh bien, ce financement doit se faire sur la base de la justice, de la solidarité. C'est pour ça que le gouvernement a choisi de faire appel aux familles les plus aisées, en réduisant un avantage fiscal à travers le quotient familial, mais qui concernera un nombre très limité de familles, puisque c'est moins de 12% des familles qui seront concernées par cet effort supplémentaire. Les familles seront touchées dès lors qu'elles gagnent 5 370 euros pour un couple avec un enfant, 5 850 euros pour un couple avec 2 enfants, 6 820 euros pour un couple avec 3 enfants et 7 780 euros pour un couple avec 4 enfants. En moyenne, leurs impôts augmenteront de 64 euros par mois. Mais pour le gouvernement, la vitalité démographique française ne risque rien. Je ne crois pas qu'il y ait des familles dont les revenus sont aisés et qui hésiteraient à faire des enfants parce qu'on diminuerait un peu l'aide fiscale dont elles bénéficient. En échange, un effort sera fait pour créer 275 000 places d'accueil supplémentaires pour la petite enfance, 100 000 en crèche, 100 000 pour les assistantes maternelles et 75 000 en maternelle pour les moins de 3 ans. Autre réforme, la revalorisation de certaines prestations pour les familles isolées et démunies. Au total, ces mesures rapporteront 1 milliard d'euros au gouvernement dès 2014.
Alors Jean-Marie Le Guen va nous rejoindre parce qu'il y a encore un fauteuil vacant, c'est Jean-Marie Le Guen qui va venir. Avant d'avoir le débat politique avec Philippe Vigier, le député socialiste Jean-Marie Le Guen, qui est en train d'ailleurs d'entrer d'un pas léger dans ce studio, je salue Jean-Marie Le Guen. Bonsoir, j'étais en train de parler de vous justement, député socialiste de Paris, spécialiste des questions de santé, Sauvons notre santé, c'était l'édition du moment, on parlera de santé, mais là on va parler de la politique familiale. Jean-Marie Le Guen, puisque vous arrivez à Brûle-Pourpoint, c'est une réforme de gauche ou c'est une réforme que la droite aurait pu faire ? Non, je pense que c'est une réforme de gauche, d'une part parce qu'elle sauvegarde l'avenir de notre régime familial, deuxièmement parce qu'il y a, au-delà des efforts qui sont demandés à une partie de la population, les 12 Français les plus riches qui vont avoir une baisse de la diminution d'impôts, donc de fait une augmentation de leurs impôts. Il y a un certain nombre de mesures qui sont plus ciblées sur les familles monoparentales, qui sont ciblées surtout sur l'accueil des jeunes enfants en crèche, ce qu'on a pu appeler à un moment le service public de la petite enfance. C'est-à-dire, on est en train petit à petit de faire évoluer des prestations qui jusqu'à présent étaient essentiellement en espèces, de l'argent, vers des services. Et c'est une modernisation dans la mesure où elle permet cette fois-ci d'être plus centrée vers l'enfant et en l'occurrence souvent vers la mère de famille qui va profiter de ces crèches pour avoir une activité professionnelle plus facilitée. Philippe Vigier, vous dites quoi vous à l'UDI? Vous êtes critique, on vous a entendu à plusieurs reprises. Quelle est la critique principale que vous faites à cette réforme, à ce coup de rabot du quotient familial, qui est un sujet technique, hein. Quand on parle du quotient familial, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que vous dites? La première chose que je voudrais dire, c'est que la politique familiale en France est un atout formidable. Vous savez, on a eu tout ce débat sur la compétitivité. Chacun a reconnu qu'on a une démographie formidable par rapport en particulier à l'Allemagne, qui est notre voisin, et que cette politique, en fait, elle va être mise à sac par le gouvernement. Parce que nous considérons que cette politique, qui est donc proposée, carrément mise à sac, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à nos yeux, elle est incohérente, à nos yeux, elle est injuste, et à nos yeux, elle est infondée. Et d'abord, elle intervient dans un contexte particulier, c'est celui d'un double reniement. Le président de la République, Jean-Marie Le Guen, a dit le 28 mars dernier, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Depuis, vous le savez comme moi, qu'on sait que les prélèvements obligatoires vont augmenter de 20 milliards Ça vient d'être en dit, 2014. Le président disant donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts et avec cette réforme du quotient familial, je l'ai écouté, et avec cette réforme du quotient familial, qu'est-ce qui se passe? On va aller faire les poches des familles, puisque le Premier ministre l'a encore dit cet après-midi à l'Assemblée. C'est 1 milliard d'euros qu'on ira chercher dans les poches des familles. De quelle Quelque famille? part, les familles, 12% soi-disant. Mais je voudrais vous dire, rappelez-vous ce qu'avait dit Jean-Marc Ayrault lorsque les impôts augmentaient l'année dernière. Il avait dit précisément 9 Français sur 10 seront épargnés par les hausses d'impôts. On sait ce qui est arrivé, la Cour des comptes a tranché, c'est le contraire. 70% des Français ont Vous êtes vigilant, vous dites attention, c'est 12%. Vous dites quoi, Dominique Quignot? Parce que la Croix, évidemment, a fait ce papier dont on a vu la une. Vous parlez du mot rigueur. J'inverse ma question. Est-ce que c'est finalement, avec cette réforme, on a le sentiment que la France n'a plus les moyens de sa politique et de ses ambitions et qu'elle est obligée finalement de réduire la voilure? Il est clair qu'il y a des économies à faire et qu'on les prend partout, y compris, et ça peut se discuter par un certain nombre de personnes dans la politique familiale. Mais la politique familiale, c'est beaucoup plus large que les prestations quand même. Et je trouve que c'est un peu, exagéré de dire que cette politique est mise à bas, la politique familiale française. Mais en revanche, là où on peut avoir des doutes, c'est sur les promesses de crèches créées, de postes de nounous. On sait ce qu'ont donné les différents plans crèches. Alors on sait là ce qu'on retire aux familles, on ne sait pas trop ce qu'on va leur proposer. Et puis peut-être, et c'est là aussi que les choses peuvent se discuter, on sent bien la volonté du gouvernement de faire plutôt une politique sociale, donc aller en direction faveur des plus défavorisés, et de taper sur les familles les plus aisées. Après, il faut savoir où commence. Oui, on va y venir à cette définition. Etc. C'est quoi aisé? Alors que pour un certain nombre de personnes, de politiques et aussi d'associations, la politique familiale a un autre but, pas de compenser les inégalités de revenus, mais le coût de l'enfant pour une famille par rapport à une autre famille qui gagne la même chose et qui n'a pas d'enfant. Voilà. Maintenant, je veux dire, c'est sans doute plus juste de passer par l'impôt, même si la promesse est reniée,
que de passer par d'autres méthodes qui avaient été beaucoup La réforme craintes. des allocations familiales, Voilà. ça avait été l'autre option, et vous préférez finalement le quotient Après, familial. est-ce que ça va revenir dans les caisses On est déjà projeté sur comment fait-on et comment transfère-t-on, et est-ce que l'argent va bien aller là où il a été promis. Vous dites quoi, vous, l'économie, Jean-Marc Sylvestre? Jean-Marc Ayrault, dans son discours, a dit, attendez, on peut plus, ça date de 1945, cette politique, on est au XXIe siècle. Est-ce qu'après tout, c'est pas une forme de modernisme que de vouloir, comme ça, voilà, remettre un peu le système en place? C'est pour ça que c'est assez surprenant, parce que c'est vrai qu'on nous annonçait une grande réforme de la politique familiale. Et là, on ne va pas toucher finalement à la politique familiale. On prend la décision vraisemblablement la moins courageuse qui soit, la plus indolore et la plus pratique politiquement, dans la mesure où elle ne va toucher qu'à un petit créneau de contribuables, ceux qui payent, c'est vrai, le plus d'impôts, mais après tout, ce sont aussi ceux qui dépensent en pouvoir d'achat et qui font peut-être marcher une partie du système à créer de la valeur. Ce que je veux dire, c'est qu'ils s'épargnent une révision de la politique générale familiale. Alors, je pense que même le principe d'universalité que vous défendez bec et ongle, je crois qu'il aurait fallu peut-être qu'on l'examine. Est-ce que c'est normal et est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est normal, quand on gagne beaucoup, d'avoir la même chose que quand on ne gagne pas? C'est ça. Bon, c'est ça qu'il aurait peut-être fallu examiner. Et par ailleurs, je ne crois pas que la France fasse des enfants parce qu'on paye les familles pour faire des enfants. C'est ce qu'on lit un peu partout, hein, ouais, c'est vrai. Je pense pas. Il n'y a pas de lien. Je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a. Le contraire Ça n'a a été voilà. démontré. Oui, le contraire a été démontré, mais je pense qu'il y a d'autres phénomènes. notre Il y a un fécondité n'est pas environnement liée aux global aides, d'accord. dont vous parliez. C'est vrai que la politique familiale, c'est bien autre chose que les allocations familiales. Et j'ajoute en plus que le système d'allocation familiale, mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Il n'était pas du tout en déficit. Il est en déficit uniquement parce qu'on a pompé sur l'allocation familiale et les recettes de l'allocation Pour les familiale retraites. de Mais c'est quoi la vérité. financer d'autres choses Mais que les c'est retraites. la Donc, vérité. il fallait sans doute que l'on s'attaque à ce qu'il y avait comme Alors, déficit par ailleurs. juge Jean-Marie Le Guen, Philippe Et puis Vigier. je termine Terminez, dernièrement, mais- c'est qu'on a choisi Oui. l'augmentation d'impôts. C'est vrai, indépendamment du fait qu'il y ait des promesses, mais on sait très bien que les promesses électorales sont faites pour ne pas Oui, mais être le là. problème, Mais c'est- ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'exonère de faire un examen des économies de dépenses et de l'efficacité même du système. Il y a deux choses dans ce que dit Jean-Marc Sylvestre et Philippe Vigier va rebondir. Il y avait l'option de la réforme des allocations familiales, c'est-à-dire l'idée que quand on est riche, eh bien on a moins d'aides, et puis quand on est plus modeste, on a des aides. Cette option n'a pas été choisie. Certains disent que finalement, c'est par manque de courage politique que François Hollande n'a pas opté pour cette option-là. Est-ce que... Je pense. Mais moi, Politiquement, la France bourgeoise était déjà un petit peu énervée par le elle est plus mariage. aisée, elle est bourgeoise. Non, mais on n'a pas eu ce débat aujourd'hui. L'universalité des prestations, c'est le fait que tout le monde reçoive des D'accord. prestations identiques. Ceci a été défendu par la mesure. C'est pas de gauche, ça. Non, je Pas suis de pas gauche, dit. hein, c'est pas de gauche. Pareil, Oui, ça oui. dépend. Certains disent que c'est de gauche, Donc, c'est un vrai débat de d'autres fond. disent que c'est pas de gauche. Ça Alors, si appartient à vous tout le le monde. permettez, je ne trancherai pas maintenant. Et puis, de toute façon, j'allais dire que ce soit de gauche ou de droite, on Non, s'en c'est pas fout. le C'est sujet. est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Exactement. Bon, exactement. alors, ce débat n'a pas eu lieu en France jusqu'à présent. Donc, je pense qu'il faut prendre la mesure telle qu'elle est aujourd'hui comme étant une mesure qui permet de conforter l'avenir, qui est une mesure prise dans un contexte de difficultés de économiques, crise, d'accord. etc., mais que ça ne nous interdit pas de poursuivre quelque part le débat sur ces questions-là, qui touchent l'universalité pour la famille, mais le même débat avec les grands cris du cœur philosophiques existent pour la santé et pour, d'un certain point de vue, pour les retraites ou pour d'autres On a prestations. ponctionné la famille, Le chômage, on a par déshabillé exemple, bien Pierre sûr. pour habiller Paul. Le chômage, par Jean-Marie Le exemple. Guen. Non, C'est ce qui a été dit. C'est la vérité. Vrai ou pas vrai? Mais c'est la vérité. Jean-Marie Le Guen le sait très bien. Combien va-t-on prendre dans les poches de la Caisse nationale? Mais ça vous gêne que je dise cela? On On n'est prend- pas ce vocabulaire. Mais pas du tout, c'est la vérité. Écoutez, vous nous On faites la prend- leçon Non, mais tous oui, les je vous fais- mardis pour nous dire que Mais écoutez, on est mais- trop mais- dépensier. mais- Et vous dites, Non, à partir on n'a du pas dit moment... cela, Ah on bon. n'a pas dit cela. Ce que je vous dis, d'ailleurs, Jean-Marc Sylvestre Non, ne il y s'est a- pas trompé. Il ne Il s'est y pas a pas de trompé. déficit. On va Vous chercher. n'avez pas laissé Mais, de déficit. Pardonnez-moi, il y a 9,5 milliards d'euros que l'on va chercher dans la Caisse nationale d'assurance famille pour aller sur les systèmes de retraite des familles qui ont plus de 3 enfants, Eh ben, pour c'est qu'il quoi, puisse c'est y pas une avoir politique familialiste, ça pour qu'il puisse y avoir une majoration. Voilà. Donc il faut Mais le c'est une reconnaître. politique familialiste. Donc il faut le reconnaître. Mais c'est pas- dites-le. d'abord, Mais cette pour mesure, ça, c'est mais vous qui êtes l'avez quand même- faite. Non mais Attendez, Jean-Marie Le Guen, excusez-moi. s'il y en a un Les qui est deux, mal la placé, gauche et la droite, hein, d'ailleurs, s'il y en a si un j'ai qui est bien vu. mal placé pour dire que sur les réformes des retraites, vous avez fait quelque chose de la gauche depuis de longues années. 94, 2003 et 2010, vous n'avez rien voté. C'est la raison pour laquelle je disais qu'elle était infondée et qu'il fallait faire cela. La deuxième chose, quand j'ai dit tout à l'heure, elle est incohérente. Rappelez-vous, c'est le président de la République que vous avez soutenu, qui nous a expliqué dans sa proposition numéro 16, vous voyez, j'ai le en tête, on ne touchera pas
on ne touchera pas aux prestations familiales. Et là, quelque part, il y a 1 milliard d'euros que vous allez enlever en fiscalisant. Et puis, deuxième chose... Vous préfériez la formule allocation familiale puisqu'il y a quand même des options. Mais c'est la vérité. Mais vous l'avez écrit. Elles sont diminuées. Et c'est d'autant plus dommage, nous avons dit que mais pardonnez-moi, lorsque vous avez augmenté l'allocation de rentrée scolaire, donc c'est un signe positif, et là, incohérence, parce que de l'autre côté, vous diminuez les allocations familiales. Et enfin, un mot sur la justice. J'ai bien entendu le président de la République qui a dit c'est la justice. La France aussi a une chance particulière, c'est qu'on a un taux de professionnalisation des femmes qui est important, de l'ordre de 88%. Et cette réforme, elle est anti-femme, et vous le savez comme moi. Parce qu'en fait, l'année dernière... Les femmes vont retourner à la maison, selon vous ? Quelque part, mais d'abord l'année dernière avec les emplois à domicile. Par quel mécanisme ? Mais par quel mécanisme ? Par quelle opération du Saint-Esprit ? Parce qu'on sait très bien qu'en baissant le quotient familial, il y aura moins de revenus disponibles pour les familles. Et ça pourra intervenir sur les frais de garde, ça interviendra sur les prix des crèches quelquefois, dont vous savez qu'ils seront plus élevés, sur les cantines, vous le savez. Et donc, on fera un arbitrage entre aller travailler ou rester à la maison, c'est ça ? C'est déjà fait. On va rester travailler. On va rester à la maison. Mais pas du tout. Non mais attendez, j'aimerais juste qu'on soit tant soit peu logique. Si on a, j'allais dire, si on prenait votre argument, ce que je ne prends pas, parce qu'on est en train de parler là de quoi, de 500. Parce que vous payez le mot justice à la bouche. De rien du tout. Vous prends en flagrant délit de la justice. Et ça vous ennuie. Ça me gêne de rien du tout. On parle de 500 euros, de 600 euros, de 700 euros pour des couches. C'est parfait. Pour des gens qui gagnent plus de 5 000 euros par mois. C'est tout. Alors, je dirais, tout à l'heure, Jean-Marc Sylvestre a introduit le débat, et ce débat doit avoir lieu. C'est jusqu'à quel point doit-on ponctionner des gens qui gagnent plus de 5 000 euros par mois ? C'est un vrai débat politique. Absolument. Bon, mais qu'on ne vienne pas nous expliquer que c'est les Français et les Françaises qui vont arrêter de travailler parce qu'il y a 500 euros de moins quand on gagne plus de 5 000 euros. Je veux dire, il y a un moment, il faudrait qu'on reste dans le domaine de la raison. Dans le domaine de la raison. Pourquoi on vous ferait confiance quand le Premier ministre vous avait expliqué, vous vous en souvenez, ça vous a gêné, je le comprends, que les hausses d'impôts concerneraient que 15% de la population, c'était faux. Il y a nos internautes, je veux vous entendre un petit mot pour rentrer dans le débat, puis les internautes veulent s'exprimer, il y a une mère de famille, il y a un chef d'entreprise, puis ensuite on écoutera la réaction de certains députés de l'opposition qui sont vent debout pour différentes raisons. Jean-Marc Sylvestre, vous dites quoi ce soir sur le débat qui oppose la gauche et la droite, parce que c'est privé? Je dis que la classe politique française, elle est incorrigible, elle se base sur des détails, alors bien sûr le diable est dans les détails, mais je crois que si la gauche aujourd'hui avait choisi de raboter, non pas le quotient familial, mais les allocations familiales, vous auriez été également vent debout. Ce que je pense... Ça me permettre un mot, Jean-Marc Sylvestre, il a proposé mais je veux pas, un plafonnement sur conditions de ressources. Donc vous voyez qu'il ne faut pas nous faire ce reproche-là. On avait exploré une piste. Alors donc c'est que on est en train de manquer en France deux beaux débats, deux questions auxquelles il faut qu'on réponde. Un, jusqu'à quel niveau de ressources il faut arrêter de ponctionner les contribuables au niveau de l'impôt direct, parce que sinon ils vont tous se barrer quand ils pourront et arrêter de travailler, ou ils vont se décourager. Et que les créateurs de valeur, les totaux, les autos tuent les totaux, pardonnez-moi, c'est vrai. Et puis le deuxième grand débat, c'est comment peut-on continuer de financer le modèle social, y compris les allocations familiales, comme actuellement, sur le travail, sur les cotisations, à la fois salariales et patronales. Il va falloir, et on part sur la compétitivité. Donc le choc de la compétitivité dont on nous avait parlé, il passe aussi par là. Dominique Clignot, juste un petit mot, parce que La Croix s'intéresse aux familles. Vous donnez la parole d'ailleurs dans l'article de lundi dernier à des mères de famille. L'une d'entre elles a d'ailleurs écrit un livre. Est-ce que vous craignez que les Français, les mères de famille, les familles descendent dans la rue? On a vu le mariage pour tous, on a vu des mobilisations de familles. Est-ce qu'il y a ce risque, ou est-ce que finalement les Français vont accepter bon an, mal an cette réforme qui touche les personnes les plus aisées? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de prophétie, je ne pense pas. Les témoignages qu'on peut avoir, les personnes sont plutôt... la remarque qu'elles font, c'est pas parce qu'on avait ces avantages-là qu'on a mis des enfants au monde, c'est clair. Après, c'est peut-être des ponctions sur les revenus qui vont empêcher un certain nombre de dépenses de consommation. Et il va y avoir... Politiquement, c'est très malin, puisqu'il tape sur les riches, il tape pas sur les familles. Mais enfin, on verra c'est que les riches qui sont touchés. C'est effectivement une stratégie là. Mais je redis, c'est même énoncé. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'en cache pas. On dit, on demande aux plus aisés de faire un geste de façon à ne pas toucher aux allocations familiales. Point barre. Et de lutter contre le déficit. Ce que je veux dire, c'est que la politique... C'est pas merveilleux, mais c'est ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. La politique familiale est celle qui, à mon avis, une femme est sur le plateau, permet effectivement à la France d'avoir
une démographie dont on se félicite, c'est effectivement la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Et il y a, au-delà des questions de prestations, des questions qui touchent au logement, qui touchent à l'accueil du jeune enfant. Et moi, j'ai beaucoup de doutes sur le plan qui a été annoncé, parce qu'on a vu que c'était très difficile. On sait que beaucoup d'assistantes maternelles arrivent à la retraite ces derniers temps. Et que le renouvellement ne se fait pas. Et que le renouvellement ne se fait pas, parce que ces postes-là ne sont pas très attractifs. Donc voilà, c'est ces sujets-là qu'il faut absolument travailler. Alors on dit aussi que sur le congé parental, qui devra être pris par une partie par les pères, que ça peut pénaliser les femmes parce que les pères ne les prendront pas, donc ça raccourcit la possibilité pour les femmes. Enfin, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur la question du quotient familial. Il y a la page, on va y revenir. Si l'UDI veut faire, ou l'UMP veut faire campagne contre le congé parental, je pas le laisse sujet faire. Ce soir. C'est pas le sujet ce soir. Je signale. Par contre, madame, et Myriam, parce que je ne vais pas l'oublier, elle est derrière moi. Vous dites des choses qui sont tout à fait exactes. La différence entre la France et l'Allemagne, notamment, en dehors du phénomène culturel par ailleurs, c'est qu'en France, nous avons une plus forte natalité parce que, notamment, on peut le montrer, c'est pas tellement les prestations en espèces qui sont différentes, c'est les prestations en nature, c'est-à-dire la capacité de faire garder les enfants. Absolument. Alors, vous avez raison, il faut qu'il y ait une vraie mobilisation. Ça passe par les crèches, ça passe aussi par l'école maternelle dès 2 ans. Il y a des efforts. C'est aussi pour ça que nous engageons un certain nombre d'enseignants parce que nous voulons doubler, par exemple, à Paris, le nombre de postes disponible pour les enfants de 2 ans en maternelle. Voilà, ce sont des objectifs. Et par ailleurs, on est dans une situation financière, je n'ose pas le dire devant mon collègue de l'opposition, il paraît qu'on a trouvé des déficits et qu'il paraît qu'il y a des difficultés. Vous avez continué de les creuser. Je me suis laissé accordez-moi que vous avez continué de les creuser abondamment. Et d'ailleurs, on voit bien que les objectifs de la France, vous ne les tiendrez pas et vous le savez vous-même. Myriam, une mère de famille, c'est important parce que les citoyens ont la parole. Alors c'est un débat à la fois politique, puis un débat évidemment qui concerne d'une manière très concrète les Français. Myriam, mère de famille, vous dites quoi? Vous l'avez auscultée, cette réforme? Elle vous inquiète? Vous dites qu'après tout, oui, les ménages aisés, les familles aisées doivent mettre la main à la poche? Non, moi, elle m'inquiète et elle m'interroge à long terme sur l'impact qu'elle aura au niveau de l'économie. Parce qu'en remportant le quotient familial des ménages dits aisés, c'est leur pouvoir d'achat qui va être diminué. Donc je m'interroge sur l'impact sur la croissance. Ne va-t-on pas vers une aggravation de la crise? Je suis d'accord peut-être sur le fait qu'on doit ponctionner, on doit régler ces problèmes de déficit budgétaire, mais est-ce que c'est vraiment la bonne réforme? Parce qu'on parle de réforme de justice sociale, est-ce que c'est vraiment là le style d'une justice sociale, sachant que les personnes dites aisées, les ménages qui sont concernés, ne bénéficient pas de protection sociale gratuite, ne bénéficient pas de soins gratuits, c'est eux qui payent leur mutuelle, c'est donc... Merci Myriam. Myriam a des doutes. Juste François, pendant que nous y sommes, chef d'entreprise, bientôt père, me dit-on, je ne le savais pas, donc je vous félicite par avance. Voilà, on vous félicite par avance. Vous dites quoi ce soir, vous, François? Parce qu'on va arriver assez rapidement sur le mot aisé, parce qu'il y a beaucoup de Français qui s'interrogent sur c'est quoi être aisé, 5 800 €, on va refaire les calculs là, sur le plateau, mais plus de 5 300 € si je ne m'abuse avec un enfant, c'est aisé pour vous, François? On est aisé quand on gagne ses revenus? Alors, 5 000 €, c'est 2 fois 2 500 €. Si 2 500 € par salarié, cadre intermédiaire ou ouvrier spécialisé, c'est être aisé, c'est se foutre de la gueule du monde. Excusez-moi de parler sur ce ton. Ouais. Et vraiment, je suis d'accord, je partage. Est-ce que monsieur a une idée du salaire médian dans ce pays? Monsieur, j'ai une question de Jean-Marie Le Guen, vous pouvez lui répondre. Le salaire médian est légèrement inférieur à 2 000 €. Non, c'est 1 500 €. Mais médian, les classes moyennes françaises, alors, monsieur Le Guen. Pardon? Vous êtes avec cette réforme, dans la logique du détricotage que vous faites de la nation française, je vous le dis très clairement, vous vous attaquez aux familles françaises qui payent l'impôt, les vaches à lait, et par cette réforme, une remarque d'un militant du RPF cet après-midi, vous êtes en train de créer une préférence antinationale. Pourquoi? Je vais vous le dire. Non, réponse. Ce sont les familles françaises. Bon, d'accord, parce que si vous posez une question et que vous répondez à la place, ce sont souvent les familles d'origine immigrée qui ne payent pas l'impôt et qui ne vont pas être touchées par ce phénomène-là. Et j'ose le terme
cette réforme est une préférence antinationale. Alors réponse Jean-Marie Le Guen et chacun va répondre. Écoutez, monsieur est mal informé, mais je pense que monsieur est mal informé, les immigrés payent des impôts. Monsieur, simplement, je pense que je ne suis pas sûr que le fait que ce que je vous dise et qui serait, je pense, corroboré par les 4 personnes autour de cette table sur le fait que les immigrés payent des impôts, je ne crois pas m'avancer dans des termes idéologiques. Je pense que ce n'est même pas de nature à vous rassurer. Je pense que vous allez chercher des combats, c'est votre droit. La manière dont vous le faites et les idées qu'il semble que vous les proposez sont un peu inquiétantes et vous ne serez pas étonné que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Alors, voilà. Il y avait Myriam qui était inquiète, qui disait finalement, moi j'ai quand même des doutes, c'est compliqué. Chacun comme ça, calmement, on se souvient de François Hollande, je ne veux pas remettre les pieds dans le plat, mais il avait démenti, il avait dit on est riche à partir de 4 000 euros. Là aujourd'hui c'est 4 300 euros, je suis allé voir parce que les règles de l'INSEE qui définissent la classe, c'est 5 100 euros je crois, et au-delà on est considéré comme riche ou aisé. C'est pas la même chose, riche et aisé. J'entends, parce que c'était une question de vocabulaire. On entend du bourgeois, riche, aisé. Aisé, c'est quoi pour vous? Aisé, c'est-à-dire avoir une certaine aisance, ce n'est pas la richesse. Et ce qui d'ailleurs caractérise notre société, c'est que beaucoup des couches moyennes et des couches moyennes supérieures, voire même pour beaucoup de nos compatriotes, des couches moyennes très supérieures, premièrement, n'ont rien à voir avec les phénomènes de richesse qui existent, y compris dans la société française. C'est-à-dire que la courbe est absolument verticale et totale. Bien au-dessus de 5 300 euros. Mais exactement, c'est-à-dire que la richesse est devenue un phénomène qui est peu pensable pour la plupart de nos concitoyens. Mais non, on ne parle pas de ça. Et alors, non, mais c'est un phénomène sociologique et politique qui est relativement important. Et le deuxième aspect des choses, c'est de savoir effectivement, il faut qu'on ait un débat serein. Je pense que pendant les 5 ans qui ont précédé, il y a eu une politique fiscale qui a été beaucoup trop en direction des couches les plus aisées et les très aisées. Je pense que maintenant, il faut que nous ayons aussi une forme de stabilisation, une réflexion sur la fiscalité qui touche les plus aisés. Est-ce que le fait d'utiliser le mot aisé, c'est le mot utilisé par le gouvernement et Jean-Marc Ayrault, ça ne cache pas le mot classe moyenne? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de dissimuler le mot classe moyenne? Ça fait moins peur. Mais absolument. Ce sont les classes moyennes qui vont être impactées de plein fouet, mais acceptées. Je vous ai écouté, Jean-Marie Le Guen. Pardonnez-moi, mais Jean-Marie Le Guen, là-dessus, le Premier ministre est discrédité, je vous le dis, pour la 3e fois. On a eu la démonstration. Ça vous gêne, fin 2012, sur les augmentations d'impôts, vous allez toucher tout le monde. Quand j'ai dit tout à l'heure que la France allait lever 20 milliards de prélèvements obligatoires en plus. Les classes moyennes sont impactées et seront impactées. Et c'est pour ça que donc c'est pas les personnes aisées, juste. Et d'ailleurs, je voulais vous dire une chose, c'est pour cela que nous, sur les gens les plus aisés, je dis bien les plus aisés, c'est quoi pour vous aisés, si vous la mettez où la barre? Certainement au moins après 8 000 euros. Pardonnez-moi, 4 300 euros, c'est quoi? 5 300, ça veut dire 2005 fois 2. C'est donc 2 salaires de quoi? D'un contremaître? Certainement pas d'un cadre. Certainement pas d'un cadre. Dans ma circonscription, je les connais bien. Je connais bien leur rémunération. Et bien là, Jean-Marie Le Guen, ils n'apprécieront pas que vous considérez ça. Parlez-moi. À 2500. Attendez, Jean-Marc Sylvestre, ce n'est pas la vérité. Donc les familles, les classes moyennes, aisées, pas aisées. Les classes moyennes sont impactées. C'est un sujet qui va passionner les. Non, mais c'est pas politique. C'est passionnant. Arrêtez. Le vrai clivage en France, il n'est pas là. Le vrai clivage est entre ceux qui ont du boulot et ceux qui n'en ont pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est de créer de l'activité. Le problème, c'est de retrouver du travail pour la plus grande partie. Mais moi je ne décentre pas, parce que vous avez en gros plus de la moitié des Français qui aujourd'hui vivent avec des revenus de redistribution, c'est-à-dire des revenus qui sont protégés. Et vous avez une autre moitié de Français qui ne sont pas protégés. Et ce sont ces Français-là qui trinquent, et qui sont ou dans les entreprises ou à côté des entreprises. Donc le problème, c'est de recréer de l'activité. Et l'activité, elle ne va pas se créer en tombant du ciel ou en venant de l'étranger. L'activité, elle va se recréer lorsque vous ferez sauter le verrou de l'overdose fiscale pour ceux qui peuvent créer de la valeur, c'est-à-dire effectivement là, les revenus. Et le deuxième verrou, c'est les charges sur le travail pour améliorer la compétitivité. Donc c'est le financement du modèle social. C'est ça, il faut avoir le courage d'aborder cette question. Donc c'est les vases communicants. Sinon, on l'a écrit avec Pastré, on est dans un pays formidable. Mais si on faisait sauter ces 2 verrous-là, ça partirait. Juste, Dominique Quignot, juste un mot sur votre définition à vous, parce que, encore une fois, les familles sont sensibles. On a entendu l'internaute qui dit c'est 2500 x 2, finalement, c'est pas aisé. C'est un mot. Rappelons ce que sont les Français. Moi, je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis responsable de la science publique. Il y a 100 000 personnes qui y travaillent. J'ai combien des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui gagnent plus de 2500 euros, vous le savez? Non, Jean-Marie. Combien? Ils ont moins en couple. Jean-Marie, ils ont un travail. 2500 euros par personne. Ils ont un travail. Mais vous pensez à tous ceux qui n'en ont pas. Ils ont un travail.
Ils sont un travail protégé. Un travail protégé. Dominique Quignot, qui est poli. Je vois pas. Dominique Quignot, juste. Travail protégé, c'est que vous avez du mal à faire comprendre. Est-ce que c'est ça qui est dans la société française. Travail protégé, vous savez, quand vous êtes infirmière ou aide-soignante... Elle est minée par le chômage. Juste Dominique Quignot, votre définition à vous, est-ce que c'est une manière, je leur dis de manière très simple pour ceux qui nous regardent, est-ce que quand on met aisé, derrière, quand on lève ce mot, c'est la classe moyenne qui se cache? Sinon que cette classe moyenne, quand on interroge les gens, elle est extrêmement large. Oui, c'est un que spectre. chacun a le sentiment d'être dans la classe moyenne. Et de penser que ceux qui sont au-dessus d'eux sont riches. Et globalement, la crise a appauvri l'ensemble de la classe moyenne. Absolument. Et on a vu en Europe, je veux dire, il y a le sentiment de toutes les classes moyennes ont perdu en pouvoir d'achat. Ça, c'est autre sujet important. Écoutez et regardez, Soisig Bonvarlet, Fanny Saliou sont allés à la rencontre des députés de l'opposition. Jean-Marie Le Guen va réagir évidemment. Alors c'est un florilège, c'est une palette de mécontentements de députés qui ne sont pas satisfaits et qui l'ont exprimé au micro de Fanny Saliou et de Soisig Bonvarlet. Regardez. Ça va à l'encontre de la politique familiale qui était un domaine sacralisé, autant à droite qu'à gauche, depuis 60 ans. C'est un nouveau d'abord mensonge, puisque François Hollande avait toujours dit que les classes moyennes ne seraient pas touchées. C'est un nouveau choix idéologique, à savoir que la famille n'est pas une priorité pour le Parti Socialiste. Et puis d'autre part, je persiste à croire qu'il y avait d'autres choix. 4 000 € en couple, ça fait 2 000 € par couple. On ne peut pas dire que c'est la fortune. Hein. Pour celui qui dit que c'est la fortune, vraiment, il ne faut pas exagérer. Donc c'est pas la fortune, et ben, ces personnes elles seront concernées par la réduction des prestations dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant. En gros, c'est déjà une attaque contre la famille, c'est aussi une attaque contre les femmes. Parce que comment allons-nous faire pour faire garder nos enfants? Pour celles et ceux qui n'ont pas de place en crèche, en tout cas qui n'ont pas le quotient familial pour bénéficier de la place en crèche, on va être obligé d'avoir recours à des nounous ou des assistantes maternelles qui ne seront pas remboursées de la même façon. C'est proprement scandaleux, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux enfants, aux femmes et aux familles. Manifestement, le gouvernement est fâché avec la famille. Manifestement, le gouvernement se dit que les familles, et tant qu'à faire les familles nombreuses des classes moyennes, votent contre lui et autant les massacrer. C'est tout de même une vision très sectaire de la politique. Jean-Marie Le Guen, c'est une vision sectaire, parce qu'Hervé Mariton est très remonté sur ce dossier. Il était très en pointe sur la question du mariage. Il est aussi très remonté sur cette question. C'est une vision sectaire. Je reviens, excusez-moi, François Hollande avait retiré ce qu'il avait dit, mais il avait dit on est riche à partir de 4 000 €. Ça pose quand même toutes ces questions. Les Français qui nous regardent gagnent 1 500 € en moyenne. Certains en 2 500 font leur calcul et disent ah tiens, tout d'un coup je suis aisé. Est-ce que vous n'attendez pas un retour de bâton comme ça de Français qui vous disent je ne suis pas aisé, moi, de 5 000 €? Moi, je veux bien... Si c'est la question, c'est la vôtre, puis Vigier va répondre. Allez-y. Bon, moi je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, si vous me dites ce qu'il en est de la situation, si le médian est à 1 500, les déciles, les 10% les plus riches sont allés, on va dire, vers 7 000, et les autres, évidemment, les plus pauvres. Et la classe moyenne est entre les deux. Moralité, dans la classe moyenne, il y a très peu de gens qui sont au-dessus de 2 500 par personne et de 5 000 par couple. Il y en a très peu. Ils sont plutôt dans les 10%, les 15% les plus riches. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas évacué le fait que ces gens-là ont le droit d'exister et qu'une partie de cette richesse, ils le méritent parce qu'ils ont eu une activité, une intensité de travail, etc. Donc je ne suis pas là pour les rejeter et leur dire il faut... Voilà. Et puis deuxièmement, il y a après un débat économique. C'est-à-dire, est-ce qu'au-delà du débat sur la morale, il y a un débat économique? Bon, il faut le peser de façon assez sereine. Moi, j'entends le débat économique. C'est l'assiette large. Je veux être prudent, mais je ne crois pas et je ne saute pas immédiatement sur les hypothèses que défendait Jean-Marc Sylvestre, parce que si il suffisait de libérer au plan fiscal les 10% des Français les plus riches pour avoir de la relance économique, on l'aurait connu depuis 5 ans. Il y avait la question des charges qui a été votée. Non, c'est autre chose. Le modèle social, il est financé par les charges de travail. Bien sûr. Mais j'entends bien. Mais qui veut discuter est bienvenu de comment on fait passer pour les charges sociales vers la fiscalité. Mais j'entends là depuis un certain temps le vent de fronde sur une fiscalité infernale. Or tout le monde sait que on doit passer pour supprimer les charges sociales sur le travail, sauf si on décide de ne plus rembourser ni les allocations familiales ni la sécurité sociale. Ce que personne ne propose ici, il faut donc une fiscalité plus forte. Donc il y a un moment, je veux bien répondre à différentes questions, mais on ne peut pas
si vous voulez, un coup on me dit il y a trop de charges sociales, le lendemain on me dit ah la fiscalité c'est insupportable. Ou alors discutons de ce genre de choses. Juste, vous dites quoi à l'UDI? Parce qu'on voit la critique, on entend évidemment cette classe moyenne qui est ponctionnée. Qu'est-ce que vous proposez? Quel serait le bon modèle, la bonne alternative? Non, mais nous disons simplement que c'est avec cette réforme un peu plus de matraquage fiscal. Entendez cela, les prélèvements obligatoires, les impôts, on est à bout de souffle. Mais en revanche, le vrai sujet, Jean-Marc Sylvestre l'a dit, c'est le problème de la compétitivité du pays. Or, quand vous dites, voyons les choses de façon sereine et apaisée, c'est pas à moi qu'il faut dire cela, Jean-Marie Le Guen. Vous êtes un parlementaire attentif. Il y a plus de 4 ans qu'on propose une TVA compétitivité, une TVA sociale. On l'a même, on l'a même reformulé à 5 points pour baisser le coût du travail dans ce pays. Rapport qui a été fait par Louis Gallois. Parce que tout vient de la compétitivité du pays. On ne peut plus porter la charge sur le travail, mais sur la consommation. Mais c'est évident, c'est la base de la base. C'est pas du tout le consommateur. Hein, on a eu tout à l'heure. Lui, il ne paye pas 5 points de TVA en plus. Ça ne s'appelle pas des impôts. Non, mais je dis ça, c'est pour notre ami aussi. Non, mais il ne paye pas des impôts. Et ça, c'est pas la couche moyenne qui est touchée par la TVA. Moi, j'étais pour l'augmentation de la TVA. Je peux en parler. Mais venez pas. Mais si, justement, Louis Gallois le propose. Alors, mais ne venez pas dire. L'arbitrage de Gallois, on verra bien. Mais pourquoi vous n'avez pas défendu? Mais ne dites pas que ce n'est pas des impôts, quoi. Je veux dire. Moi, quand je dis que je suis pour une augmentation de la TVA, je dis, je suis désolé, ça s'appelle des impôts. Il faut avoir cette honnêteté de le dire. Monsieur Le Guen, 5 points de TVA, ça donne combien d'inflation? Vous êtes bloqué. Mais si, parce que le coût. Eh bien, pas du tout. Parce que pour le coût, pour le consommateur. Vous pouvez penser, monsieur Le Guen, Jean-Marc Sylvestre, une augmentation de taux de la TVA justifiant une baisse des charges pouvait provoquer une baisse du prix de revient. Mais évidemment, après tout, donc une augmentation. Bon, attendez, monsieur Le Guen, en baissant. Je parlais pas pour le plan fiscal. La TVA, ça s'appelle de la fiscalité. Mais il y a un transfert. Si vous mettez 5 points de TVA, qu'est-ce qui se passe? Il y a 35 milliards que vous affectez à la diminution des charges sociales, salariales et patronales. Donc, qu'est-ce qui se passe? La feuille de paye, le salaire augmente. Et le coût des charges diminue. Mais écoutez, c'est ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands l'ont fait. Mais pardonnez-moi, les Allemands. Mais on ne prend pas deux fois. Vous n'avez peut-être pas compris le mécanisme, je vous le réexpliquerai. Les Allemands l'ont fait en 2003, ça a très bien marché. Si vous ne baissez pas le coût du travail, vous n'en sortirez pas. Et c'est pour ça que vous faites des ajustements en faisant du matraquage fiscal. Ne baisse pas. Je pense avoir le prix Nobel d'économie en disant ça. Si le salaire augmente, le coût du travail ne baisse pas. Mais si, parce que vous diminuez les charges sociales patronales. Pardonnez-moi, je vous ferai passer si vous voulez. Mais lisez donc le rapport ça mérite. Je regrette. Le problème de la compétitivité et de l'impact de la surfiscalité mérite quand même un examen. Mais bien sûr, un revirement chez les balayés. Question de nos internautes, c'est des questions. Vous pouvez pas dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'on oublie les familles. Qui pourraient peut-être avoir à payer la TVA si jamais elle était augmentée. Mais vous allez l'augmenter. Je prends date aujourd'hui. Vous l'augmenterez. À partir de janvier. Vous l'augmenterez. Mais c'est annoncé dans le plan Gallois. Après l'avoir tant critiqué, après avoir dit que c'était injuste, comme cette réforme qui est injuste, infondée. Vous voyez bien, vous l'avez critiqué à l'époque. J'y pense aux familles de vos circonscriptions, ceux que vous avez croisés ce week-end. Dominique Quignot, vous pensez aux familles, qu'est-ce que vous dites dans ce débat? Parce qu'on l'a décentré ce débat, on a dit finalement qu'après tout, il y a peut-être d'autres formules, d'autres réformes à faire avant de s'attaquer à ces questions de politique familiale. Ce que je voudrais dire, c'est que les familles sont dans une situation économique telle qu'on connaît, un point d'ancrage important. Que finalement, si c'est une sorte de protection pour beaucoup de jeunes sans travail ou pour les familles, etc. Je veux dire, la force de la famille, je pense, c'est quelque chose que l'on ne met pas assez en valeur. Et peut-être que l'on peut reprocher aux socialistes de ne pas assez reconnaître cette valeur familiale, au-delà de l'attention. On fait des familles tous les jours, y compris des mariages. Notamment au sujet de l'attention aux plus pauvres. Et quand vous dites qu'il s'agit de s'émanciper de la famille, quand M. Payon parle de ça, ou Mme Taubira, je veux dire, il y a...
ressenti par les familles l'idée d'une certaine de méfiance par rapport à leur... Jean-Marc Sylvestre, un mot et le Mais il y a Sentinelle. un autre facteur de lien social et de cohésion et de sécurité, c'est l'entreprise. À partir du moment où elle donne des jobs, et à partir du moment où elle a une croissance. La petite et moyenne entreprise, c'est la dernière cellule qui existe partout. La grande famille de l'entreprise. Ce combat frontal. Donc c'est ça qu'il faut protéger. C'est pour ça que c'est la limite des auto-entrepreneurs. Oui, c'est le débat de demain soir. N'empiétez pas le débat de demain soir, parce que c'est un autre sujet. François, votre question, s'il vous plaît. Ça sera le débat de demain soir sur LCP, justement, les auto-entrepreneurs. Autre sujet et autre réforme. François, on vous écoute à propos de la famille et cette réforme familiale. Alors, ma question est très simple. Les familles dites aisées, en fait, les classes moyennes françaises qui travaillent dans des PME et qui sont exposées, vont être de nouveau matraquées. Et face à l'idéologie socialiste famille, je vous hais, je pense que, et j'aimerais savoir si M. Vigier pense la même chose que moi, c'est que les mouvements qu'il y a eu dans les rues depuis la manif pour tous, je pense qu'à la rentrée, les familles françaises vont de nouveau rebattre le pavé. Philippe Vigier, réponse. Vous pensez comme lui? Famille, je vous hais. Le Figaro, c'est famille, je vous taxe. Chacun a sa formule. C'était plus drôle. Je pense qu'il ne faut jamais avoir des propos excessifs. Voilà. Les familles vont descendre dans la rue, vous Non, dit-il. écoutez, on verra si elles descendent dans la rue. Je ne suis pas du tout certain. Nous avons simplement dit qu'on regrettait que c'est un coup de canif qui est donné, parce que quelque part, Jean-Marie Le Guen ne veut pas l'accepter, mais je disais tout à l'heure, quand je trouvais que c'était injuste, vous savez, l'année dernière, on a raboté la fameuse niche fiscale sur les emplois à domicile qui permettent d'aider à garder les enfants. Vous le savez comme moi. Elle a été rabotée à 10 000 €. Eh bien, à cause de cela, il y a eu des centaines et des milliers d'emplois qui ont été détruits, des personnes qui accompagnaient les familles. Mais oui, mais vous balayez ça d'un revers de manche, ça vous plaise pas. Mais c'est la vérité. La deuxième chose, là, je dis qu'en baissant le quotient familial, demain, et vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a des prix de cantine qui vont augmenter, il y a des prix de crèche qui vont augmenter, et tout ça, ça a un impact sur les familles. Et madame, je vous retrouve. La famille, pour moi aussi, c'est une valeur, c'est un pivot, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous avez été comparé à Georges Marchais.